OK, alors, rebonjour tout le monde. On va faire la partie 2 du chapitre sur l'extraction d'ADN et d'ARN. Donc, on a vu dans la partie 1 les étapes d'extraction et puis un petit peu qu'est-ce qui se passe à chacune des étapes, comment on traite les échantillons. Donc, on va poursuivre avec le contrôle de qualité. Alors, on était rendu ici, donc après l'extraction. Ce qu'on va devoir faire, c'est d'évaluer, de faire le contrôle de qualité, en fait, de notre ADN et de notre ARN. Alors, ça se découpe en trois volets. Donc, on est capable de doser nos acides nucléiques. Donc, on les dose en spectrophotométrie avec un nanodrop. Et ça va nous donner la concentration. Okay? À partir de la concentration, on peut calculer la quantité, puis faire différents petits calculs. Ensuite de ça, on peut évaluer aussi la pureté. Et une autre chose qu'on peut évaluer, c'est l'intégrité. Donc, c'est trois choses différentes. Concentration, pureté et intégrité. Donc, on va commencer avec la concentration. OK, donc, je vais mettre en bleu. Okay. Donc, la concentration, on fait un dosage, tout simplement, spectrophotométrie. Le nanodrop, c'est ce qui va vraiment le plus vite. C'est très efficace. Donc, on dose les acides nucléiques à 260 nanomètres. Sur l'appareil, dans le fond, on clique sur dosage ADN, double brin généralement. C'est pas plus compliqué que ça. Et la machine le fait pour nous. Ce qu'elle va nous donner comme résultat, ce que la machine nous donne, c'est une concentration. Donc, la concentration, ça peut être en nanogrammes par microlitre. Des fois, on va l'avoir aussi en microgrammes par ml, qui est la même chose, okay, grosso modo. Ça se peut que l'appareil ajuste un petit peu aussi là, la concentration. Si on n'en a vraiment pas beaucoup, ça pourrait être des nanogrammes par ml. Okay? Donc, l'appareil peut ajuster, mais généralement, on veut se situer dans ces unités-là. Une fois qu'on a notre concentration, on peut calculer la quantité d'ADN. On peut calculer des quantités d'ADN. Donc, si on veut la quantité totale, okay, donc le rendement qu'on a obtenu, là, donc c'est pas exactement un rendement d'un point de vue chimique, parce qu'on peut difficilement calculer ce serait quoi la quantité théorique qu'on veut, mais c'est la quantité totale qu'on a obtenue en termes de masse d'ADN. Donc, c'est très, très simple. On fait la concentration fois le volume et ça nous donne la quantité. Donc, il faut juste peut-être parfois faire des conversions d'unités. Donc, important de respecter ça ici. Donc, par exemple, si on a une concentration de 10 nanogrammes par microlitre, puis j'ai 20 microlitres, okay, donc c'est bien simple. Je fais 20 microlitres fois 10 nanogrammes. Et ça va me donner la quantité totale. La quantité totale que j'ai extrait d'ADN en nanogrammes. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ensuite de ça, la pureté. Ici, ça demande un petit peu plus d'analyse. Ici, on va calculer la pureté avec des ratios d'absorbance, okay? Des ratios de 2 longueurs d'onde. Donc, l'ADN et l'ARN, ça l'absorbe à 260. Les protéines absorbent à 280. Okay? Donc, ça, c'est notre premier ratio. 260 sur 280. Donc, ici, c'est les acides nucléiques, ADN, ARN, puis ici, c'est les protéines. Donc, on est capable de voir si ce ratio-là est trop faible, en fait. Ce ratio tout petit, ça veut dire qu'on a beaucoup d'absorbance à 280. Alors, on va avoir une contamination aux protéines. On veut éviter ça. Okay? Donc, ça, là, c'est à éviter. Parce que dans les protéines, il y a des DNAs et des RNAs. Et ça, c'est pas bon pour nous parce que ça dégrade ce qu'on recherche. Okay? Donc, ça, on cherche une bonne pureté ici. Okay? Ça, c'est vraiment le ratio le plus important. Si c'est en haut de 1,8, c'est contaminé par de l'ARN. Ça, c'est pas grave. Okay? Donc, s'il y a de l'ARN, c'est correct. Ça ne nous dérangera pas. S'il y a des protéines, ça va nous déranger. Okay? Donc, contamination protéines, si c'est plus petit que 1,8. Okay? Donc, contaminé.
Ensuite de ça, il y a différents produits qu'on utilise dans le liquide de préservation, dans le tampon de Lise, dans des fois certains éluants. Okay? Certains éluants sont des solutions avec un tampon ou des produits chimiques qu'on utilise pour faire les techniques de purification, par exemple. Donc, qui vont absorber en bas de 260, donc 230. OK? Donc, ici, ça, c'est toujours notre ADN, ARN. Puis ici, ça va être ce qu'on appelle des produits copurifiés. OK? Les produits copurifiés. Dans la plupart des kits qu'on utilise, il en reste parce que ce n'est pas nécessaire de les éliminer pour les étapes subséquentes. Exemple, il peut rester des sucres, des glucides, ça ne dérangera pas vraiment. Il peut rester des petites traces de sel. Il peut rester certains solvants, un petit peu de DTA. Donc, différents produits comme ça qu'on a mis au fur et à mesure de notre travail avec l'échantillon. C'est pas très, très grave. On va vivre avec. Surtout si c'est un kit commercial, on le sait qu'il a été testé pour faire PCR, séquençage, etc. On le sait que ça va marcher. Donc, on peut faire confiance à ça. Idéalement, là, on veut un minimum de 1,6, idéalement. Okay? Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas bien grave. On se fie au kit. Il a été testé pour les étapes subséquentes, puis ça fonctionne bien. Donc, on ne s'en fait pas trop avec ça. Mais c'est quand même un indicateur de pureté. Il y a certaines techniques pour lesquelles c'est nécessaire de travailler avec un ADN extrêmement pur, mais pour la majorité des techniques aujourd'hui, puis des produits qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas nécessaire que ce soit pur à 100%. Tant qu'on n'ait pas de DNase, de RNase, c'est principalement ça, ou de certains solvants qui vont inhiber les réactions suivantes. Une des choses qu'on veut absolument éviter, okay, donc, on ne veut pas qu'il y ait d'alcool qui pourrait faire partie des produits copurifiés. Okay? Ça, là, ça va inhiber les PCR, les qPCR, le séquençage. Okay? Donc ça, là, on a besoin de s'assurer que ce soit enlevé. Et l'éthanol, c'est présent dans les solutions de lavage des kits de chromatographie. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on assèche toujours la colonne avant de faire l'élution pour enlever l'éthanol. Ça, c'est bien important. Si vos PCR ne marchent pas, les qPCR ne marchent pas, vous avez des très, très faibles rendements, c'est plus petit les valeurs que ce que ça devrait donner. Vous avez des petites bandes pâles alors que c'est supposé d'être foncé. C'est probablement ça le problème, très fréquent. Okay? Donc, juste ça s'évapore l'alcool. Hein? Donc, juste assurer que la colonne est bien séchée avant de faire l'élution. Juste assurer que si vous avez fait une purification avec une dernière étape à l'alcool, qu'il n'y a plus d'alcool avant de dissoudre votre ADN dans son produit final. C'est tout. L'autre chose qu'on va regarder, c'est l'intégrité. Alors ça, il n'y a pas 10 000 façons de la connaître. L'intégrité, il faut migrer sur gel. C'est comme ça qu'on va être capable de le voir. Au nanodrop, on ne sait pas l'intégrité. OK? Donc, c'est pas possible avec le nanodrop. Ça ne nous donne pas cette information-là. Il faut vraiment le migrer sur gel. Et pour le migrer sur gel, il faut en avoir beaucoup. Donc, on cherche des belles bandes claires, donc des lignes plutôt évidentes. OK? Mais pour ça, il faut avoir une bonne concentration. Okay? Une concentration qui est assez élevée. Ça arrive des fois que notre concentration n'est pas très élevée. Peut-être qu'on n'avait juste pas beaucoup de cellules dans notre matériel de départ. Ça peut marcher quand même très bien le PCR. Ça peut marcher quand même très bien le qPCR. Mais on ne verra rien sur gel. Alors, si jamais, là, okay, si on ne voit rien sur le gel parce que la concentration est trop petite, ça peut arriver. Okay, donc, l'intégrité, est-ce qu'on la connaît? Non, on ne peut pas la vérifier. Ça ne veut pas dire que c'est dégradé. Peut-être que c'est super intègre. Peut-être aussi que ce n'est pas intègre puis que c'est dégradé. La réponse, c'est que on ne peut pas évaluer l'intégrité.
si ce n'est pas assez concentré. Okay? Donc, à ce moment-là, pour ce qui est de l'intégrité, on va mettre dans notre registre, on va dire que c'est indéterminé. On ne le sait pas. Okay? Fait que c'est ça qu'on va indiquer dans le registre et si c'est demandé. L'intégrité de l'ADN, c'est vraiment pertinent, mais c'est un peu moins crucial. Par contre, quand on travaille avec l'ARN, pour plusieurs techniques, il faut vérifier l'intégrité de l'ARN. Si on n'a pas ces deux belles bandes-là visibles, puis qu'on a un smear à la place, comme ce que je vais vous montrer dans les prochaines diapos, dans certaines autres images, si on n'a pas ces deux belles bandes-là, ça ne sert pas à grand-chose d'aller faire un qPCR. On n'a pas bien fait notre extraction, donc on n'aura pas de résultat. Okay? Généralement, dans la plupart des laboratoires diagnostiques, le contrôle ne se fait pas nécessairement sur un gel d'agarose, mais va se faire avec des contrôles internes dans le qPCR. Okay? Donc, si les contrôles ne marchent pas dans le qPCR, on sait que c'est parce que notre extraction n'a pas fonctionné. Par contre, quand on a l'opportunité de le faire ou qu'on travaille en recherche, par exemple, il faut faire un gel d'agarose. Ça coûte presque rien faire un gel d'agarose. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, c'est mieux de faire ça avant de dépenser les sous d'un test qPCR parce que ça, c'est cher. Puis ça prend un peu plus de temps. Fait que, tant qu'à faire le test, on veut être sûr qu'on le fait avec du matériel de qualité. Okay? Moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai appris à travailler. Alors ici, ce qu'on voit, c'est l'ARN ribosomal, okay, principalement. Ces deux-là ici, là, ça c'est de l'ARN ribosomal, l'ARN R, qui est présent en très grande quantité. Les cellules, dès qu'ils ont besoin de faire quelque chose, peu importe c'est quoi, il faut des ribosomes. Ils fabriquent beaucoup de ribosomes. Okay? Donc, et de façon plutôt constitutive dans une cellule qui a un métabolisme. Donc, on voit ces deux belles grosses bandes-là, les 28S et les 18S. Ce que ça veut dire, c'est la grosse sous-unité du ribosome et la petite sous-unité du ribosome. Okay? Si on a beaucoup d'ARN très concentré, des fois, on voit aussi une petite bande très basse, des fois, elle n'est pas toujours là, okay? Puis c'est pas grave, c'est les ARN de transfert, aussi très, très fréquents. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les ARN messagers? Les ARN messagers, c'est eux qui nous intéressent, dans le fond, la plupart du temps, pour la majorité des études diagnostiques qu'on va faire. Mais les ARN messagers, ils n'ont pas toutes la même taille. Donc, ils peuvent être un petit peu partout. Il peut en avoir un ici, il peut en avoir un là, il peut en avoir un là, il peut en avoir un là. Okay? Donc, c'est assez normal qu'on voit un petit mini-smear, okay? Comme ici, là, okay? Autour. C'est normal, ça. Okay? Ça peut être en haut, ça peut être en bas. Okay? Donc, c'est tout plein d'ARN messagers, mais ils ne sont pas présents en grande quantité comparé à l'ARN ribosomal ou de transfert, qui eux sont toutes la même taille. C'est facile, ça fait une belle bande. Mais quand c'est juste quelques molécules à une taille, bien, souvent, on le voit pas vraiment, parce qu'ils ne sont pas assez concentrés comparés aux autres. Ils sont là, mais on ne les voit pas nécessairement. Okay? Donc, les ARN messagers, là, sont pas mal invisibles. Okay? Donc, on va le noter ici, là, les ARN messagers, c'est ça qui nous intéresse, mais on ne les verra pas. On ne les verra pas sur gel. On va les détecter avec des techniques de biologie moléculaire, des amplifications, par exemple, au qPCR ou au RT-PCR, mais on ne les voit pas là, juste comme ça, sur notre gel. Fait que c'est l'ARN ribosomal, l'ARN de transfert qui est notre indicateur d'intégrité. Pour ce qui est de l'ADN, bien là, c'est des grosses molécules, l'ADN. Hein? Donc, généralement, là, on va avoir des bandes très hautes. Okay? C'est un gel qui a été migré assez longtemps ici, là. Des bandes très hautes qui correspondent aux chromosomes. Okay? Donc, la taille de tout ça, elle est très élevée. Ici, c'est probablement un gel faible concentration qui a été migré assez longtemps. Sur un gel 1%, l'ADN, il est tout près du puits en haut. Okay? Donc, même on voit une bande ici qui est à peine sortie du puits.
Okay? C'est gros des chromosomes. Fait qu'on voit une bande qui est dans le fond les chromosomes. Okay? C'est pas mal ça. Si jamais c'est dégradé, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle un smear. Alors, un smear, c'est comme si on avait pris la bande puis qu'on l'avait écrasée avec notre doigt par en bas. Ça fait une traînée. Donc, ici, on voit dans le puits numéro 1 de l'ADN qui est quand même intègre. Voyez-vous, on voit une bande claire, une ligne qui sort bien en fluorescence ici. Il y a un petit peu de smear, un petit peu. Okay? Fait qu'il y a une faible dégradation, mais notre bande ici, elle est belle, elle est claire. Donc ça, là, cette belle bande-là, ça, c'est de l'ADN intègre. On voit ça, c'est merveilleux, on peut très bien travailler. Plus c'est dégradé, plus ce qu'on va retrouver, en fait, c'est plein de petits fragments. Okay? Donc, le smear, qu'est-ce que c'est? C'est des morceaux coupés de différentes tailles. Donc, ici, dans le puits numéro 2, ça, c'est faiblement dégradé. C'est dégradé, on voit un smear. C'est comme si on l'avait, là, tout étalé, tout étendu. Okay? Donc, oui, il y a une dégradation. Mais dans le puits numéro 5, ça, c'est totalement dégradé. Okay? Ça, on a vraiment, vraiment une mauvaise qualité ici. Pourquoi est-ce que notre smear fait un petit tapon très bas? Ça, c'est plein. Okay? Ça, c'est plein de petits morceaux, de petits fragments. Fait que l'ADN est coupé en plein de petits fragments. Il est vraiment cassé, là, en miettes. Plus c'est bas, plus c'est des petites miettes. Donc, plus c'est dégradé. Okay? Si c'est plus haut ici, ça, c'est une faible dégradation. C'est des plus gros morceaux. Alors, ça se peut qu'en faisant notre technique, ça marche quand même. On n'est pas dans l'idéal, mais ça se peut que ça marche quand même. Ici, dans le puits numéro 5, là, il y a des bonnes chances que ça ne marche pas. Okay, notre ADN il a été dégradé par le DNase. Il est en petits morceaux. Pour ce qui est de l'ARN, vous avez ici à droite de l'image, okay, l'ADN intact ou intègre, nos deux belles bandes d'ARN ribosomal, grosse sous-unité, petite sous-unité. Okay, la grosse sous-unité, elle est ici. La petite sous-unité est ici. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir. Ce qu'on voit dans le puits du milieu, dégradé, on a un smear. Okay. Là où on devrait avoir notre 28S, il n'y a rien. Pourquoi? C'est coupé. C'est coupé en morceaux. C'est des morceaux plus petits qui sont tout éparpillés, tout coupés, là, pas égal, dans le smear, jusqu'en bas. Même principe que pour l'ADN, plus c'est bas, plus c'est dégradé. Mais quand on voit ce qu'il y a sur ce gel-là ici, là, c'est dégradé. Très piètre qualité ici. Okay? Il reste un petit peu de 18S, là, okay, ici. Un petit peu de 18S, mais on travaille vraiment pas dans des bonnes conditions. Okay, puis à gauche, ici, ça, c'est juste l'échelle de poids moléculaire. Là. C'est juste pour nous donner une indication. La taille des bandes, là, bon, c'est connu, là, mais je ne vous demande pas de savoir ça. Okay? Ce n'est pas très pertinent. C'est l'apparence qui est vraiment important ici. Okay? Donc, je pourrais vous demander, par exemple, vous montrer une photo avec une extraction, puis me dire, c'est quoi l'intégrité? Donc, soit que c'est intègre ou soit que c'est dégradé. C'est pas mal ça. Si c'est dégradé, on va recommencer notre extraction. Et puis, si c'est intègre, on est confiant qu'on peut continuer avec les prochaines techniques de biologie moléculaire. Okay, donc, quelques mots sur le gel d'agarose. C'est vraiment comme ça là, qu'on va séparer les fragments d'ADN, d'ARN. Vous avez fait plusieurs gels déjà au laboratoire. C'est pas bien compliqué. Ça fonctionne très bien. C'est rapide. Surtout que là, il y a des techniques. C'est environ 15 minutes pour migrer un gel. Ça va super vite. Donc, on se retrouve là avec quelque chose qui n'est pas dispendieux à faire, qui est rapide et qui permet d'avoir des résultats visibles grâce à des fluorescents comme le gel RED
Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'utiliser encore, mais c'est un colorant qui va se lier spécifiquement à l'ADN et à l'ARN sur les gels. C'est très sensible, ça fait des superbes photos. Puis on a les appareils photo là, pour prendre des images en fluorescence dans les laboratoires. On peut utiliser un colorant que j'aime un petit peu moins. Il est un peu plus long à utiliser aussi. Ça s'appelle le Fast Blue. Vous l'avez utilisé au laboratoire avec David en étampe. Okay? Je déteste personnellement cette façon de faire-là. Je trouve que ça ne marche pas bien. D'ailleurs, ça n'a pas très bien fonctionné pour plusieurs équipes. Le Fast Blue, c'est mieux de l'utiliser en faisant tremper le gel dans la solution, puis ensuite faire une décoloration. C'est très sécuritaire comme produit, mais c'est long. Puis les résultats sont moins beaux qu'en fluorescence. Donc, vraiment le plus simple, là, quand vous faites votre gel, mettez le fluorescent direct dedans avant de le faire figer. Ensuite, on le coule, on fait notre chargement, on met nos échantillons, on migre et on prend une photo. C'est pas plus compliqué que ça marche super bien. Okay, donc, les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, sont chargés négativement. Okay? Ça veut dire qu'on les met dans le puits toujours du côté de la borne négative. Que sur nos appareils, on les met avec les identifications noires. Il faut les plugger comme il faut, là. Mais il y a toujours un bout noir et un bout rouge. Le bout noir, on va le mettre du côté négatif. Et nos puits de notre gel vont être vers le côté négatif. C'est très important parce que dans le puits, on va venir mettre l'ADN et l'ARN qui est chargé négativement. Donc, quand on met le courant électrique, comme c'est négatif, bien, ça va s'en aller par là, vers la borne positive. Si on met notre gel à l'envers, puis que notre ADN s'en va dans le mauvais sens, si on met notre gel à l'envers, c'est une erreur fréquente au début, puis que ça migre dans ce sens-là, ça, c'est pas bon. Là. La fin du gel est ici. Notre ADN, notre ARN vont s'en aller dans le tampon. On vient de le perdre. Il est disparu. On ne peut pas le récupérer. Là. Donc, on évite ça. Hein. C'est bien important. Okay? Donc, alors, c'est comment on place notre gel pour mettre nos échantillons. Quand on veut migrer les échantillons, il faut se rappeler que c'est vraiment selon la taille qui sont séparés. Okay? Donc, on sépare les fragments selon la taille. Il faut voir le gel d'agarose un peu comme une espèce de filet moléculaire. Plus on met d'agarose, plus le filet est serré. Moins on met d'agarose, plus le filet a des grosses mailles. Donc, nos molécules vont se frayer un chemin grâce au courant électrique dans ce filet-là. Les petites bandes d'ADN, eux, sont capables de se faufiler rapidement. Dans les mailles du filet, sont capables d'aller beaucoup plus rapidement. Fait que les petits fragments vont descendre plus loin parce qu'elles se faufilent. Les longs fragments d'ADN vont rester pris un peu plus dans les mailles du filet. Ils vont être ralentis comme ça. Alors, les fragments longs vont migrer un petit peu moins vite puis un petit peu moins loin. Okay? Donc, plus ça migre loin, plus c'est petit comme fragment. Donc, on met notre gel dans un tampon, donc un tampon TAE, là, généralement. Pourquoi? C'est un tampon qui va conduire l'électricité. C'est pas bien plus compliqué que ça. Okay? Donc, quand on allume le courant, bien, ça va permettre au courant de passer puis de séparer nos molécules. On se souvient, hein, quand on prépare notre cuve d'électrophorèse, avant là, de charger l'ADN et l'ARN, moi, je recommande toujours d'allumer le courant, voir que le courant passe bien, que tout est bien connecté. On va vérifier ça. En bas des gels, il y a un petit fil de métal en bas de la cuve. Si ça passe le courant, il va faire des petites bulles comme ça, des petites bulles qui vont monter. Si on voit les petites bulles, ça veut dire que le courant passe. Okay. Ça va super bien, on est confiant. Donc, on peut migrer nos produits avec confiance, charger les puits, partir le courant. Puis ça va bien fonctionner. Donc, voilà pour ça. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est un exemple de gel d'agarose, là, très schématisé. Okay?
Donc, on met toujours une échelle de poids moléculaire, généralement dans le puits numéro 1, le plus à gauche. C'est pour nous donner une indication de la taille des bandes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une échelle de poids moléculaire? C'est un mélange de fragments d'ADN commercial de taille connue. Donc, la compagnie a créé des fragments d'ADN de taille très précise, mélange ça dans son petit pot qu'il vend commercialement, et puis nous, on en met la quantité qui est indiquée par le fabricant. Il en existe plein. Okay? Des échelles de poids moléculaires, il en existe une grande quantité sur le marché. Quand vous avez un kit, c'est écrit c'est quoi l'échelle de poids moléculaire utilisée. Vous avez généralement un schéma comme ça ici. Okay? Donc ça, là, c'est fourni par la compagnie qui l'a fabriqué. Alors, ça vous dit à quoi ça va ressembler, c'est quoi les bandes, puis c'est quoi leur taille, surtout. Okay? Comme ça, ben, vous pouvez avoir une bonne indication là, des tailles de vos bandes expérimentales. Okay? Donc, on a un petit exemple ici avec un gel. Donc, ils ont plusieurs noms, les échelles de poids moléculaires, on peut les appeler donc juste l'échelle. En français, échelle de poids moléculaire. En anglais, Molecular Mass Ruler, qui est la traduction exacte. Ou des fois, on a DNA Ladder, ou juste ladder pour échelle. Okay? Donc, ladder ou DNA Ladder. Okay? Donc, ça porte plusieurs noms, là, mais ça fait toute la même chose. Okay? Donc, ici, on a un exemple, autre que celui qu'il y a dans l'image de gauche. On a un exemple d'une échelle de poids moléculaire. Ici, là, les unités sont en kilobases. Okay? Ce n'est pas 5 paires de bases, là, c'est trop petit sur un gel. C'est 5000 paires de bases. Okay? 5 kilobases qu'on voit dans celle-là ici. Là. Okay? 5000 paires de bases. Jusqu'à 500 paires de bases. Okay? Fait que ça ici, là, c'est 500 paires de bases, 0,5 kilobases. Donc, ici, on a un exemple là, d'un fragment qui mesure 4000. Et puis, si on l'a coupé, okay, c'est un exemple ici, là, on a un fragment à 3500, puis un fragment à 500. Okay, donc, il donne 4000. Donc, c'est juste une petite illustration là, pour montrer à quoi ça ressemblerait. Okay, fait que ça, c'est 4000. Donc, le produit qu'on utilise pour charger les puits, okay, donc avant de mettre nos échantillons, il faut leur rajouter ce qu'on appelle un tampon de chargement. On appelle ça aussi en anglais un loading buffer ou loading dye. Alors, ça comprend deux choses. C'est coloré, c'est toujours coloré. Donc, d'où loading dye. Okay. Donc, pourquoi on le colore? Mais c'est pour le voir, tout simplement. Pour le voir migrer, pour le voir qu'on a mis dans le puits. C'est vraiment un élément purement visuel, le colorant. Le colorant joue un autre rôle aussi, c'est que le colorant a une taille quand il va migrer, qu'on voit sur l'image en bas à droite. Okay? Donc, dépendamment du colorant, on sait sa taille en équivalent de paire de bases. Donc, ça nous permet d'avoir une idée, là, nos fragments sont rendus où? Parce qu'on ne voit pas les fragments, on voit juste le colorant qu'on a mis dedans qui est visible à l'œil nu à la lumière normale. Donc, c'est vraiment un indicateur visuel, c'est important. Okay? Puis quand on charge les puits, bien, ça nous permet de voir ici qu'on est en train de l'ajouter. Regardez la pipette, elle arrête ici. Okay? On n'a pas touché dans le fond, c'est très important. On laisse couler. Et pourquoi ça va descendre comme ça? Parce que l'autre chose qu'il y a dans le tampon de chargement, c'est du glycérol, généralement. Okay? Donc, c'est lourd. Alors, ça donne un poids au mélange. Ça va aider notre liquide d'ADN à descendre dans le fond du puits et à rester dans le fond du puits. Pour pas qu'ils se mettent là, à sortir dans toutes les directions. Ça, on veut éviter ça. Okay? Ça, c'est à éviter absolument. On veut que le liquide aille dans le fond du puits puis qu'il reste là. Donc, on ajoute ce qui est lourd, puis notre élément visuel, on le voit très bien ici, en train de se déposer dans le quatrième puits, là, où j'ai mis ma petite flèche ici. Puis, on voit que dans les puits suivants, bien, on n'en a pas mis encore. Donc, c'est vraiment juste à ça que ça sert, okay? Mais c'est quand même important. Donc, avant de migrer nos petits échantillons d'ARN là, ou d'ADN, généralement, bon, ils
Ils vont sortir d'une machine, un PCR ou quelque chose comme ça, là, avant qu'on les mette. C'est des petites solutions transparentes, généralement. On ajoute le tampon de chargement. Donc, quelques microlitres, là, selon le petit calcul de concentration. Souvent, sont concentrés 5x ou 6x ou 10x, des choses comme ça. Fait qu'on, si on a 10 microlitres, on en met un, si c'est un 10x, par exemple. Okay? Donc, on veut l'amener à environ une fois, à peu près. Puis, on ajoute ça pour faire la migration. Ça se peut qu'au laboratoire, vous en ayez utilisé un autre colorant aussi. Là, il y en existe d'autres sur le marché. Okay? Ça, c'est des très, très fréquemment utilisés. Une espèce de tampon bleu ou le Orange G qui a été remplacé par Biorad par un autre là, qui est dans les kits cette année. Donc ça, cette diapo-là, elle est importante. Okay? Ce petit tableau-là, vous allez en avoir besoin pour faire les exercices et pour faire la petite évaluation que je vais vous envoyer. Ça l'explique comment on fait pour choisir la concentration de notre gel d'agarose en fonction des bandes qu'on veut migrer. Donc les compagnies font tout ça aussi. Fait que vous avez vu dans les kits, vous avez fait plus qu'un gel, ils n'ont pas toutes la même concentration. Alors, si on veut migrer des tout petits fragments, bien, on va utiliser un gel qui est très concentré. Okay? Parce qu'on veut bien les séparer, on ne veut pas juste qu'ils partent en fou dans un gel peu concentré. Si au contraire, on a des très gros fragments, on veut les séparer. Donc, on va diminuer la concentration de notre gel pour faciliter leur déplacement. Okay? Donc, il faut s'ajuster un petit peu. Donc, vous avez préparé un gel 1%, un gel 0,8%. Okay? Donc, si on regarde ici, là, le pourcentage, ça varie. Moi, j'ai utilisé entre 0,8 et 3%. Okay? Donc, on peut aller jusqu'à 3% aussi là, pour certaines expériences. Et puis ici, vous avez à droite la taille. Okay? Donc, c'est en kilobase, donc on fait fois 1000. Alors ici, là, ça voudrait dire 100 paires de base à 200 paires de base. Okay? Tandis qu'ici, c'est 5000 paires de base à 60 000, des très gros fragments, là, paires de base. Okay? Donc, comme vous voyez, là, si on veut migrer des fragments, là, mettons, de 1000 paires de base, bien, on a plusieurs choix, puis c'est correct. Tous ces choix-là vont fonctionner. Puis si on regarde, ces choix-là on se retrouve avec des pourcentages qui ne sont pas si différents que ça, les uns des autres. Okay? Donc, vous choisissez n'importe lequel là-dedans, tant que ça respecte les limites. On essaie d'aller à peu près dans le milieu. Okay? Donc, nous, on travaille avec des mini-gels de 50 ml. Des fois, on a beaucoup de PCR qu'on veut analyser, plus que 8 ou plus que le maximum qu'on peut mettre sur nos mini-gels, c'est 24 puits. Okay? Donc, avec les échelles de poids moléculaire puis les contrôles, ça ne laisse pas nécessairement tant de patients que ça. Là. Ça laisse peut-être un gros maximum de 20 patients. Des fois, on veut plus que ça. Donc, dans l'industrie, on va voir des gels là, où on peut mettre 40, 60 échantillons, okay? Des gels beaucoup plus gros que 50 ml. Nous, c'est des mini-gels en pédagogie, mais j'ai travaillé avec des gels de 250 ml, même des fois plus que ça. Là. Okay? Donc, quand on est habitué de loader rapidement, mais ça va bien. Fait qu'on en fait plein à la fois. Okay? Donc, je pourrais vous demander de calculer là, combien on met d'agarose dans un gel de 200 ml, dans un gel de 250 ml. Okay? C'est juste une petite règle de 3. Donc, on peut faire un petit exercice ensemble. On le sait, nous, nos gels de 1%, mais 1%, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 gramme dans 100 ml. C'est ça, 1%. Okay? C'est un poids-volume. 1 gramme dans 100 ml. Donc, si j'ai un 50 ml, puis je veux du 1%, bien, je vais mettre 0,5 grammes dans 50 ml. Ça, c'est ce qu'on fait au lab le plus souvent. Si je veux un gel de 8%, combien est-ce que je mets d'agarose? Okay, donc, ça, c'est une petite règle de 3. Okay, on met 0,5 grammes dans 50 ml. On va mettre combien de... Oh, excusez. On va recommencer ça ici. OK, donc... Oups, c'est coincé là. OK, voilà. Donc, on peut partir du pourcentage, ça va très bien comme ça. On peut le faire aussi là, avec juste
juste un petit calcul mental, là. OK? Mais sinon, on peut partir du pourcentage. Donc, 1%, de 1 gramme dans 100 ml. Ça marcherait aussi là, avec 0,5 dans 50 ml. Ça, c'est du 1%. Puis nous autres, on veut un 0,8%. OK? Donc, dans 100 ml, on voudrait un 0,8%. Mais là, on n'a pas 100 ml, on a 50. On peut y aller vraiment très simple en disant divisé par 2. OK? Fait que ça va faire 0,4. Okay. Donc, c'est pas super compliqué. Sinon, on peut y aller vraiment avec le pourcentage en se disant on veut un pourcentage. Fait que ça, c'est une façon de calculer. Il y a plein de façons de calculer ça. Okay. Vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. On peut dire on a 0,8%. 0,8%, ça veut dire 0,8 grammes dans 100 ml. Moi, je veux combien dans 50 ml? OK? Ça, c'est en partant du pourcentage. Fait qu'on fait une règle de 3. 0,8 fois 50 divisé par 100 égale 0,4. Et donc, vous pouvez calculer un peu comme vous voulez. Je l'ai fait en version 1, un peu plus type calcul mental. Là. C'est un peu la démarche que moi, j'ai tendance à utiliser. Mais parce que je suis bien habituée d'en faire, la démarche 2 est un petit peu plus, disons, mathématique officielle. Okay? Fait que on part du pourcentage, nombre de grammes dans 100 ml. Puis là, on ajuste selon notre volume. Très, très simple, une règle de 3 dans les deux cas. Donc, les colorants, je vous disais, le Fast Blue va donner un résultat comme ça. Ici, beaucoup de bruit de fond avec le Fast Blue. Moi, je l'aime un petit peu moins. Mais ça marche. Ça marche bien. Et ça, moi, c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser, des fluorescents. Okay? Donc, ça, c'est en fluorescence. On ne le voit pas à l'œil nu, mais on le met dans une machine, dans une machine sous une lampe transluminescence UV, et on voit très, très, très bien les bandes comme ça se détacher. Donc, si c'est un exemple avec le bromure d'éthidium, là, qui est ce qu'on utilisait avant, maintenant, c'est le gel red ou le gel green qui sont plus sensibles et moins dangereux. Donc, dans tous les cas, là, ces colorations-là se lient spécifiquement à l'ADN et à l'ARN, puis émettent un signal. Une bande bleue foncée ou une bande fluorescente qui apparaît là, généralement orange, rouge ou vert, dépendamment du fluorescent qu'on utilise. Puis sur les photos, ben, c'est en noir et blanc. C'est pas bien important, mais on révèle nos bandes comme ça. Il existe une autre façon de faire. Je sais qu'il y a des labs d'analyse biomédicale qui fonctionnent avec ça. Au lieu d'être l'électrophorèse sur gel d'agarose, c'est l'électrophorèse capillaire. Alors, pourquoi capillaire? Le capillaire, on peut le réutiliser. Alors, on fait passer le courant électrique à l'intérieur d'un petit tube souple qui est le capillaire. Puis, on rentre notre échantillon là-dedans qui va monter dans le capillaire. Et puis, il y a un détecteur, un laser qui est ici. Le capillaire remplace le gel. Alors, les fragments d'ADN vont se séparer selon leur taille aussi, puis passer à des moments différents pour être lus ici dans le rayon laser. Donc, quand le détecteur va détecter un fragment, ça va faire un pic sur les résultats. Et c'est très précis, là, une fois que l'appareil a été calibré, bien, chaque pic, ici, ça, c'est la taille en paire de base, des fragments qui ont passé dans le capillaire, un après l'autre. Okay? En se séparant comme ça pour retourner d'une solution. Fait que c'est petit, les capillaires. Donc, l'électrophorèse capillaire, ça va quand même vraiment très vite. Puis ça donne des pics au lieu de donner des bandes. Mais ça revient au même. Donc, ça existe aussi. Nous, au lab, on travaille avec le gel d'agarose, mais ça peut être autre chose aussi. Donc, pour réviser tout ça, je vous recommande d'aller sur Léa. Donc, je vais vous montrer où est-ce que je l'ai mis. Chercher des exercices de révision. Okay? Donc, c'est des exercices de révision sur les évaluations de pureté, d'intégrité, comment faire des gels, comment faire des calculs. Okay? Donc, ça va ressembler un petit peu à l'évaluation qu'il va y avoir à faire par après. Alors, c'est juste ici.
exercice, gel et calcul ADN-ARN et vous avez déjà le corrigé qui est présent. Vous avez le document de référence sur comment utiliser le NanoDrop. David vous l'avez déjà remis, mais le document de référence, c'est là pour tout ce qui est de l'utilisation du NanoDrop, comment interpréter le dosage et puis les ratios, ces choses-là pour l'ADN et pour l'ARN, parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, ce document de référence-là est bien important. Donc, je vous invite à faire ces exercices-là. Ça ressemble à ça ici. Donc, on a 10 questions au total sur concentration, pureté, intégrité. Okay. Puis, questions sur des gels d'agarose, puis sur des calculs. Donc, voilà pour ça. Alors, j'ai oublié de mettre dans mon document là, que c'est ici, là, au tout début, évaluation de la concentration et pureté. Donc, voilà pour ça. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, en regardant le corrigé, vous ne comprenez pas trop comment faire la démarche, n'hésitez pas à me contacter, puis on va pouvoir regarder ça ensemble ou à poser des questions sur le forum. Okay. Donc, je reste disponible pour répondre aux questions. La semaine prochaine, mardi matin, vous allez recevoir l'évaluation à faire sur ce chapitre-là qui est à remettre mardi soir. Donc, moi, je vais être disponible à l'heure du cours. Donc, lors de notre cours théorique, de 3 à 5 les mardis, en temps réel, c'est-à-dire que je suis connectée. Si vous posez des questions sur le forum, je vais répondre tout de suite. Si vous m'écrivez par mail, je vais répondre tout de suite. Si vous voulez un rendez-vous téléphonique ou une visioconférence, on va pouvoir l'organiser tout de suite aussi. Fait que c'est sûr que je suis disponible. Vous pouvez m'écrire aussi n'importe quel autre temps. Là. Il y a des bonnes chances que je réponde rapidement également. Donc, voilà pour ça. Au revoir.